Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à nos solutions pour les environnements ATEX. Je suis Elisabetta Marcusi, chargée de marketing chez PCB Piezotronics. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Paolo Sermisoni, qui est BDM des produits industriels en Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Christian Medrano, responsable des marchés industrie en France. Je vous rappelle, bonjour à tous déjà. Je vous rappelle que vous pouvez sur le chat poser vos questions. On y répondra au fur et à mesure ou à la fin où il y aura une séquence réponse-question, question-réponse plutôt. Et vous aurez aussi notre présentation qui sera envoyée par email en PDF à tous les participants. Je laisse Paolo commencer. Bonjour à tous. Le but de cette présentation, c'est de faire un résumé de l'ambiance ATEX. Vous savez que nous fabriquons les capteurs et nos capteurs sont aussi disponibles avec des certifications ATEX. Donc, le mot ATEX en particulier, on va vous donner des renseignements sur la question ATEX. Donc, l'ATEX, c'est dans le contexte du risque industriel. À cause de la génération de gaz toxiques ou de la génération de poussières toxiques, on a dans le domaine industriel de forts risques de dysfonctionnement et d'explosion. Donc, c'est la protection de l'ambiance et surtout du travailleur qui nous oblige à être prudents et surtout d'avoir un équipement de travail compris avec les dispositifs d'alarme, doivent être conçus et utilisés selon des règles qui sont des règles internationales et tenant compte de la sécurité, bien sûr, du travailleur en tête. Alors, par définition, une zone ATEX est une zone qu'on définit explosible pouvant à tout moment devenir explosif. Donc, lance dans l'air, dans certaines conditions atmosphériques, dues à la température, à la pression et à la quantité d'oxygène, on arrive à des conditions très dangereuses pour l'ambiance. Donc, quelles sont les substances inflammables? Peuvent être dans plusieurs formes, soit le gaz, les vapeurs et les poussières, comme par exemple les poussières d'aluminium, l'amidon, les céréales, le charbon et le sucre, pour nommer quelqu'un qui sont les plus populaires. À cause de ça, dans les environnements populaires, donc typique de l'industrie, ce que soit l'industrie chimique, les raffineries, le silo à blé. Vous voyez ici, il y a un résumé des plus importantes, les peintures, les dépôts d'hydrocarbures, les plateformes pétrolières. Tous ces sites sont classés selon la définition triste qu'on appelle Seveso. Seveso, ça prend une petite ville à côté de Milan qui, dans les années passées, on a eu une catastrophe due à une perte de fuites chimiques pour l'ambiance, pour les personnes, pour tout ce qui était autour de la ville de Seveso. Donc, cette classe, comme on définit les endroits à Seveso, est très populaire. Malheureusement, par les sites industriels, vous avez aussi en France, vous avez une petite carte où aujourd'hui il y en a un certain nombre un peu partout dans la France. Donc, on doit avoir alors une réglementation ATEX pour maîtriser ce problème. Et la réglementation ATEX, ATEX ça prend le nom, comme vous voyez,
c'est l'abréviation de atmosphère explosive. C'est une norme européenne selon la directive 2014-34 Europe qui demande à toutes les personnes responsables de l'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de cette atmosphère. Donc, tous les produits destinés à être utilisés dans un ambiant qu'on définit ATEX doivent subir des tests spécifiques. Donc, dans le cas de capteur, ce n'est pas seulement le capteur livré avec un document enregistré, mais le capteur même doit être soumis à des tests supplémentaires. C'est ça qui justifie la différence de prix entre le capteur traditionnel et un capteur qui est classé selon la normative ATEX. Donc, il faut le valider de ce côté-là. ATEX. ATEX, c'est très populaire en Europe et avec le symbole EX que vous voyez à gauche. Mais dans les autres pays, on a une réglementation presque pareille. Donc, aux Amériques, nous avons dans l'Amérique, nous avons le UL. Donc, ça, c'est un laboratoire qui définit les standards pour les Amériques. Comme au Canada, il y a le Canadian Standard Association. Avec, comme ça, vous voyez un symbole différent. La Russie, aujourd'hui, applique aussi une certification ATEX assez particulière, une certification qui doit être faite selon des standards aussi différents. Dans le contexte international, donc si vous pensez à l'Australie par exemple, et dans des autres pays comme la Malaisie et des autres, on accepte le AICIX, International Electrotechnical Commission. Donc, si vous avez le X, il faudra, selon le pays que vous allez avoir, la certification appropriée pour le pays de destination finale des produits. Ça, c'est une chose importante, c'est une chose qu'il faut toujours valider, toujours savoir au début quand vous commencez à chercher du matériel ou des matériaux pour un certain pays. Donc, la norme ATEX, ce n'est pas seulement un document, mais c'est une étiquette qu'il faut être mis sur les produits. Et vous avez un instrument, c'est assez facile parce que vous avez de la place. Dans le cas du capteur, plusieurs fois, c'est un peu difficile parce que la place où il faut mettre toutes ces informations, ça devient assez petite, ça devient assez difficile de la voir comme ça. Mais on arrive à le faire. Donc, vous voyez l'étiquette ATEX, AIX, ça vous donne des informations qui, si vous n'avez pas les documents sous la main, ça vous donne des directions où on peut employer le capteur, où quelles sont les limites, quelles sont la certification que le capteur a. Donc, c'est gravé sur la côté du capteur. Vous voyez un exemple avec un capteur, le 603 C01, c'est une des plus populaires que nous avons. Et vous trouvez donc une liste d'informations qui peuvent être assez complexes, mais dans la descriptive, elles ont un sens. Si on part, et je ne peux pas vous faire 2 heures de leçon ici sur tous les détails, mais je veux faire un résumé assez rapide. Après, vous avez quand même la présentation, vous pouvez voir vous-même les détails. Donc, rapidement, vous avez le marquage qui commence. Donc, CE, c'est le marquage de conformité européenne, suivi par un nombre, normalement c'est un code à 4 chiffres qui définit l'organisme qui a
fait la certification. Donc, il faut savoir, la certification, ce n'est pas nous, comme PCB, que nous pouvons la faire. On est obligé nous-mêmes d'aller dans les laboratoires qui sont autorisés pour faire le test et pour faire les documents officiels. Donc, dans ce cas, le code, c'est le 0344 et c'est une société. Ça peut être, dans ce cas, société. Nous utilisons plusieurs sociétés dans le monde selon les pays où on va faire la certification. Et après, vous voyez, le marquage est X, le symbole est X. Donc, il y a après une série de nombres de lettres et si on regarde les deux, vous voyez, il y a ça, la choix, c'est assez simple. La choix, c'est les défis par le groupe. Donc, il y a deux groupes possibles dans la certification. Il y a le groupe A qui fait référence aux mines, donc où il y a, par exemple, glisse-joue, explosion accidentelle. Et le groupe 2, c'est en surface, donc les équipements destinés à être utilisés dans des endroits susceptibles d'être en danger par les atmosphères explosives. Donc, il faut dire que la plupart de toute notre certification, c'est groupe 2. Le groupe 1, c'est pour les mines, comme on dit, et les capteurs, la variété des capteurs utilisés dans les mines, vous voyez, c'est moins nombreux comparé à tout le reste, avec tous les exemples chimiques, pétrole et donc, les deux, on dit, c'est le plus populaire. Si on continue, vous voyez, il y a le 2G. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, GOP. Alors, il y a deux zones encore, comme on a dit, donc, ou deux catégories, c'est mieux dire catégories des équipements, qui se rentrent entre le gaz et la poussière. Et ici, vous avez trois zones, la zone 0, la zone 1 et la zone 2. Donc, la zone 0 étant la zone la plus dangereuse. La présence est de manière continue sur des périodes prolongées. Donc, zone 0. Si on définit 2G, c'est-à-dire que le capteur est prévu pour une solution explosive qui peut apparaître ponctuellement en des conditions normales. Donc, 1G, 2G, 3G, donc ça définit zone 0, 0, 1 ou 2, et c'est dans le cas de la poussière qui s'applique, comme on a dit, sur les mines, vous avez la même catégorie d'équipement qui est définie par les trois différentes valeurs. Après, vous trouvez donc, il y a la terminologie E et X, donc ça c'est la définition, ça s'applique avec la directive européenne, dans ce cas Sénélec, ça veut dire que E et X, ça s'applique donc selon les spécifications européennes, X, et IA, vous voyez, c'est la méthode de production. Donc, si vous regardez, c'est EX, IA, IB, IC, ID. Sont donc des conditions, vous voyez par exemple que le IA est dans deux cas, nos capteurs sont certifiés avec la double certification. Et la plus populaire, c'est IA, donc ne provoque pas d'inflammation de l'atmosphère explosive en cas d'un ou deux défauts sur le site. Et on a aussi, la plupart des fois, la D, c'est que l'équipement résiste à une explosion dans un volume interne. Ça s'applique avec les capteurs qui sont fournis dans une certaine configuration comme ça. Donc, il faut bien regarder dans nos documents parce qu'il y a plusieurs possibilités d'avoir le capteur avec des homologations, comme ça. Si on continue, donc, comme on dit, vous avez après le document, vous pouvez vous-même regarder dans les détails. Si vous avez des questions, on peut revenir sur les questions après comme vous voulez. Voilà, 2C, ça s'applique encore au gaz, aux poussières.
Donc, selon le type de gaz, vous voyez le propane, ça devient 2A, donc IA. La plupart, c'est, et là, c'est où est plus facilement inflammable, c'est l'hydrogène, comme vous pensez, et aussi l'acétylène. Et donc, ça indique le 2C, c'est dans le cas de gaz. Comme on dit le gaz, mais il y a un monde qui est parallèle pour la poussière. Et si vous voyez, l'équivalent, les 3, dans ce cas, ça ne devient pas 2, ça devient 3, 3C, poussière conductrice, comme le charbon, le métal, vous voyez qu'ils sont aussi les plus facilement inflammables. Donc, l'origine, c'est le court-circuit, l'électricité statique, l'échauffement. Donc, il y a plusieurs conditions où peut venir cette injection de flammable. Et ça, il faut faire beaucoup d'attention. Donc, comme vous voyez, la descriptive, c'est un peu comme un document d'identité. Vous avez tous les renseignements. Et sans avoir les documents avec vous, c'est facile de savoir, ça, je peux l'utiliser ici, ça peut plutôt être utilisé dans un autre endroit, etc. Voyons maintenant, très important, la classification de la température. Donc ici, comme selon la norme ATEX, on a 6 différentes classifications de la température. Donc, c'est assez curieux, le T1, donc le premier, ça s'applique à la plus haute température, c'est jusqu'à 450 degrés. Et T6, c'est le moins, donc on arrive à jusqu'à 85 degrés centigrades. On verra ça après parce que, comme vous voyez, si on continue dans le niveau de protection de l'équipement, on va définir aussi donc combien de possibilités on a pour dans les longues périodes, dans l'occasionnel ou dans les courtes périodes, donc combien de temps dans un an, par exemple, on a la possibilité que quelque chose peut venir. Et donc, soit encore pour le gaz, soit pour la poussière, on définit une période dangereuse et dans ces périodes dangereuses, on va l'associer à une zone qu'on appelle zone 0, 1 ou 2, 20, 21 ou 22 dans le cas de la... selon la durée de la période va être soumis dans l'ambiance période où notre équipement a une opération continue dans des endroits qui sont donc dangereux. Et ça va définir aussi, selon la normative, un temps où, c'est pas qui reste une demi-heure, c'est quelque chose qui reste pour longtemps, c'est un contrôle qui continuera. Et donc, ça devient important de savoir qu'on a une sûreté parce que a été testé selon les conditions qui sont les conditions les plus, comment dirais-je, les plus pires dans le cas où vous allez vous-même travailler. Donc, si on continue, après, vous voyez qu'on a la température ambiante. Il faut savoir que la norme ATEX est faite pour les instruments. Et comme vous savez, les instruments, la plupart des instruments doivent rentrer dans le moins 50 et plus 40 degrés. Mais dans le cas de capteurs, si vous vous souvenez, la liste avant de les températures, vous avez T1, T2, T3 jusqu'à T6. Donc, vous savez bien que le capteur avec l'électronique AIEPI arrive à fonctionner jusqu'à 121 degrés. Et 121 degrés, le plus proche, c'est la température T4. Donc, le capteur, dans ce cas, est classé, comme vous le voyez, marqué
c'est T4. Donc, vous pouvez tranquillement utiliser les capteurs jusqu'à la température maximale du capteur même, et c'est la température de 121 degrés. On a aussi des autres capteurs qui n'ont pas l'électronique, et c'est avec le charge amplifier ou le conditionneur de charge qui n'est pas dans le capteur, mais éloigné dans le capteur même. Et dans ce cas, on a sur le capteur des niveaux qu'on arrive à voir le T3 au T2 dans certaines conditions, comme ça. Donc, vous voyez bien que le descriptif, ça vous donne toutes les informations que vous voulez dans le capteur même que vous devez choisir selon votre environnement. Si on regarde maintenant l'endroit où le capteur doit donc travailler, on va définir, comme on a défini, l'ambiance dangereuse hasardeuse où le capteur travaille, mais il faut aussi se souvenir que le reste de l'homme même et les équipements travaillent, les systèmes de mesure sont au dehors de la hazardous area, donc dans la safe area par définition. Et entre la safe area et la hazardous area, on a un système de protection qu'on appelle la barrière. C'est une barrière Zener, qu'ils utilisent des diodes Zener pour être comme l'interface de sûreté entre le capteur et les instruments de mesure dans la zone. Donc, ça, c'est une espèce de portail entre les instruments et la zone dangereuse, comme un portail à feu, contre feu, qui va vous protéger l'instrument et va protéger le capteur même dans la zone hazardous area. Donc, ces barrières Zener doivent être bien sûr calculées selon le type de capteur. Ce n'est pas que tous les capteurs utilisent une seule barrière. Donc, selon le type de capteur, si c'est un transmetteur, un accéléromètre, un microphone ou n'importe quel type de capteur, il faut avoir une barrière Zener appropriée. Pour avoir la barrière appropriée, il faut bien sûr faire des calculs électriques. Et dans nos manuels, instruction manual, donc vous trouvez les détails électriques, donc c'est l'impédance, l'inductance, les valeurs propres pour le calcul de la ligne de mesure selon la normative ATEX. Ici, vous avez un exemple pour un modèle et ça c'est spécifique pour l'approval CSA, donc c'est l'approval selon le système canadien. Comme trouver les documents si je dois acheter un capteur? Donc, est-ce que le capteur a tous les renseignements et quel est le type de certification? EX, IA, EX, ID, etc. Donc, on a fait un effort de mettre ça visible sur notre site. Si on prend par exemple, alors d'abord tous les capteurs avec la certification ATEX sont avec le code EX. Donc les capteurs 603C01 dans la version ATEX devient EX. Donc vous allez dans le site EX 603C01 et vous voyez tout de suite la petite dessin, vous avez l'information CIE, vous avez EX, CSA et s'il y a des capteurs où on a plusieurs certifications. Dans le futur, vous trouverez toutes les certifications possibles pour tous les pays, parce qu'il y en a pour tous les pays maintenant, aujourd'hui. Donc, dans le cas, vous allez alors regarder sur les renseignements et les downloads, et donc vous avez la certification ATEX, vous avez la certification AICX, et vous avez toutes les informations que vous voulez. Et vous avez la copie originaire du certificat fait par la société
qui a donné ce certificat. Par exemple, les capteurs de la série 603 ont été validés par une société française. C'est la société LCII, donc la plupart de vous peut-être. Et comme j'ai dit avant, selon les de destination finale, dans ce cas, le produit doit être un produit qui doit être payé selon les règles du marché européen. Et on a trouvé cette société pour faire tous les certificats pour l'Europe. Aux États-Unis, au Canada, pour l'Australie, comme ça, nous, on travaille beaucoup avec une autre société qui est Intertech. Peu importe, mais la société, c'est toujours quelqu'un qui est expert, qui peut donner des renseignements pour faire les tests, pour développer les capteurs, pour régler dans comment dirais-je, la part électronique du capteur qui doit survivre à des conditions ATEX. Survivre parce que le capteur ATEX, par exemple le 603 C01, que vous le savez, doit être testé, tous les capteurs avec la certification doivent passer un test à 600 volts. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il doit avoir une électronique, une protection dans le capteur qui est différent du capteur traditionnel que vous gestez, le 603 C01. Donc, c'est un capteur différent. C'est un capteur, comme j'ai dit, passe des tests supplémentaires pour avoir l'imprimatur, comme disait le latin, d'être validé comme ATEX. Ici, un exemple d'une barrière Zener. Donc, il y a plusieurs sociétés qui sont spécialisées, MTL et des autres comme ça. Et si vous voulez, on a adopté nous-mêmes deux modèles assez généraux, soit pour les capteurs, les accélérants, soit pour les transmitters. Donc, la différence, comme vous savez, entre les deux, c'est selon la technologie AICP, donc voltage output, l'autre c'est les transmetteurs marchent avec le système 80. Donc, les paramètres, comme je vous avais dit, sont différents. Il faut donc utiliser une barrière Zener différente. Maintenant, je passe à mon collègue Medrano qui va vous donner une petite description de la plupart des capteurs que nous avons. Nous avons vraiment plusieurs capteurs dans les possibles solutions pour votre ambiance. Ouais, merci Paolo. Donc, je vais présenter la gamme de produits que PCB peut vous proposer donc, pour être utilisé dans les environnements donc, explosifs. Hein. Je vais commencer par la série des capteurs ICP, hein, des accéléromètres ICP, hein, donc qu'on a dans notre gamme. Hein. On a des accéléromètres donc, qui sont économiques, robustes et fiables, donc avec différents types de sorties, soit sortie axiale, soit sortie radiale, avec câble intégré ou câble détachable. Donc, on les a évidemment en série monoaxe ou en série donc triaxiaux. Donc, en général, lorsqu'on a des capteurs qui sont ATEX, ça commence toujours par le symbole EX, hein, donc en option. Hein. Et on a certains capteurs également, donc qui, en règle générale, nos capteurs vont jusqu'à 121 degrés hein, en température d'utilisation normale. Et on a certaines versions qui peuvent aller jusqu'à 180 degrés, donc en version en accéléromètre ICP ou IOPE, hein, si vous préférez utiliser la norme internationale. Ensuite, nous avons également une série d'accéléromètres en capteur de charge hein, qui permettent d'être utilisés donc, avec des températures beaucoup plus élevées, hein, parce qu'on peut aller jusqu'à 650 degrés donc, en température. Et là, c'est pareil, on a des capteurs monoaxiaux, on a des capteurs triaxiaux. Et on a en plus également un petit amplificateur de charge qui est EX, hein, donc qui peut être mis en zone dangereuse, hein, qui est le petit amplificateur de charge EX682.
Nous avons également d'autres types de capteurs, hein, donc en plus des mesures de vibration, nous avons également des capteurs de pression, des mesures de pression pour faire des mesures de pression dynamique. Hein. Ce sont donc les capteurs de la famille 102, 121, 100 et 176. Hein. Donc, on a des capteurs également donc là en version ICP, donc qui peuvent fonctionner jusqu'à 121 degrés. Hein. Et nous avons également une série de capteurs donc en capteurs de charge. Hein. Ce sont des capteurs piézoélectriques de charge qui peuvent aller eux jusqu'à 650 degrés. C'est souvent utilisé dans les turbines à gaz, hein, ce genre de capteurs. Nous avons également donc dans les capteurs industriels une gamme de transmetteurs, hein, de vibrations ou de vitesse de déplacement, hein, donc qui sortent en signaux donc 420 mA. C'est pareil, on a des versions avec câble intégré, avec connecteur. Et là donc les températures d'utilisation là vont en général jusqu'à 100, 120 degrés ou 90 degrés, hein, tout dépend des modèles. Et on a également donc une gamme de vibro-switch, hein, qui permettent de sécuriser les machines, hein, pour les mettre en sécurité et les arrêter lorsqu'il y a un souci. Donc, ils sont également, donc on a trois versions qui sont en version ATEX. Ensuite, on a d'autres produits, hein, chez PCB, hein, parce qu'on fabrique également des microphones, et on a un microphone donc, qui peut être utilisé en zone dangereuse, hein, qui est le 378B02. Donc, en mettant le EX devant, donc on peut l'utiliser donc en version ATEX, hein, pour être utilisé en zone dangereuse. Et nous avons également donc avec la famille des produits de Larsen Davis qui fabrique des sonomètres et des dosimètres, hein, où nous avons la possibilité d'avoir un dosimètre qui peut être utilisé également en zone explosive. Voilà donc pour la gamme des produits en zone ATEX que PCB peut vous proposer. Hein. À la fin également donc de ce webinaire, on pourra vous envoyer également une brochure qui récapitule tous les produits ATEX que PCB peut vous proposer. Donc je redonne la main à Paolo pour continuer sur les câbles. Oui, donc bien sûr, la liste que vous donne, c'est la liste valable jusqu'à aujourd'hui, parce que les pays ils ont bien compris qu'il y a un gros marché dans la certification de produits comme ça. On trouve de plus en plus que chaque pays demande sa propre certification. Donc, vous pensez pays comme l'Inde a son propre système de certification. La plupart de ces pays adoptent l'ATEX, mais font comment dirais-je, de papiers bureaucratiques additionnels pour le pays propre. Et donc, ça donne le résultat, c'est de la bureaucratie. Il faut voir des compagnies qui sont sur le territoire, qui demandent de l'argent supplémentaire, etc. Donc, récemment, on est tombé sur les Émirats arabes qui demandent la registration de produits sur un portail du industrie. Donc, l'ATEX devient ministère de plus en plus compliqué dans certains pays. Comme je dis, la Corée, l'Inde, le Kazakhstan, la Biélorussie. Donc, si vous travaillez avec ces pays, il faut faire beaucoup d'attention. La Chine aussi adopte deux systèmes différents de classification ATEX et aussi une marque qui est équivalente à notre marque CEE qu'il faut être spécifique pour ces pays. Donc, la question est très complexe. Mon avis, c'est faites attention quand vous avez une demande et il faut bien savoir quel est le pays de destination finale, parce que ça risque d'être très cher, très coûteux. Ça risque que votre fourniture
bloqué parce que vous n'avez pas les documents que le pays demande. Et donc, ça va faire très mal, ça. Donc, mon conseil, c'est quelle est la destination et si vous avez comment dirais-je, des doutes, on est bien disponible avec nos spécialistes, avec les sociétés avec qui nous travaillons, comme LCA ou Intertech, pour regarder dans les détails, parce que vraiment, c'est bureaucratique, qui si on n'est pas spécialiste, on ne connaît pas. Donc, la surprise est toujours là. Ça, je peux le dire parce qu'on travaille avec la plupart des sociétés ici en Europe qui font de l'export et je ne veux pas dire que tous les jours, mais presque, j'ai des demandes supplémentaires, des documents et des règles qui continuent à changer. Par exemple, la Russie, au-delà du moment qu'on a maintenant de la guerre, ont changé tous les documents, s'il faut passer avec des portails. Le résultat, c'est que la plupart des certificats qui étaient faits dans le passé sont plus valables et donc il y a des fournisseurs qui doivent refaire à partir du début toute la certification par certains pays comme ça. Donc, là, comment dirais-je, le sujet ATEX est vraiment compliqué. Il faut faire beaucoup d'attention. Donc, selon l'environnement, il faut bien voir donc s'il y a des normes, les normes pour le pays spécifique qui s'appliquent dans certains pays, qui ne s'appliquent pas dans certains autres pays comme ça. Et surtout, il faut bien évaluer la chaîne de mesure. Quand on parle de la barrière ATEX, si vous avez des doutes comme ça, nous sommes disponibles encore avec nos spécialistes à vous donner suggérer quelle est la solution. La plupart des clients adoptent la barrière Zener mais souvenez-vous que l'installation, la plupart des fois, est faite sur le site et sur le site, il y a des spécialistes qui, à la fin, ont signé tous les papiers pour la sûreté, pour la, comment dirais-je, pour la... on a perdu Paolo. Nous avons un petit souci de ligne. Ouais. Ça va revenir rapidement. Oui, j'espère. Espérons. En tout cas, on va essayer de répondre à vos questions à la fin du webinaire. Ah, il s'est déconnecté, il va se reconnecter. Ok, donc en attendant qu'il revienne, je vais répondre à la question donc, de Monsieur Journex concernant donc, les barrières Zener. Ah, Paolo, c'est bon. Ah, excusez-moi, mais je t'en prie, vas-y. Et donc, comme je disais, il y a quand même des spécialistes, il y a quand même donc qui à la fin vont signer les documents techniques. Et donc, c'est eux qui décideront les détails, etc. Mais si vous avez des doutes, hein, on est ici pour vous aider le plus possible. Je veux dire aussi le câble, parce que le câble, c'est toujours un argument de discussion. Alors, le câble doit pas être ATEX, c'est-à-dire dans les documents ATEX, le câble est, comment dirais-je, rentre pas dans la réglementation ATEX. Donc, le câble, l'instrument, le capteur, si, les instruments de mesure, si, mais le câble lui-même ne doit pas être certifié ATEX. Rien n'empêche que le câble doit avoir une certaine qualité pour la ligne de la mesure. Ça, c'est évident. Donc, il y a un câble qui doit être un câble avec certaines caractéristiques électriques. Mais dire, donnez-moi un câble ATEX n'a pas du sens parce qu'il n'y a aucune réglementation ATEX pour les câbles.
La seule différence entre les câbles pour les lignes ATEX, c'est la couleur de câble. Donc, dans l'ambiance, comment dirais-je, ATEX, la ligne de mesure ATEX, normalement, a un câble que c'est facile à repérer par le reste des câbles, à voir, et c'est un câble avec la couleur bleue. Et nous avons donc un câble qui est spécifique pour les applications ATEX, comme j'ai dit, et il a la couleur bleue. Et c'est le câble, notre modèle 505. Donc, comme je dis, le câble ATEX n'existe pas. Ça m'arrive toujours. Ah, j'ai besoin d'un câble selon l'ATEX. Je peux vous donner le câble bleu, si vous voulez, mais le câble lui-même ne rentre pas dans la spécification ATEX. Le capteur, si. Les instruments de mesure, oui, mais pas le câble qui est la liaison entre les deux systèmes de mesure. Et comme ça. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut bien savoir. J'en profite aussi pour parler d'un argument complémentaire qu'on l'appelle le certificat SIL, que c'est la sécurité industrielle. Donc, il ne faut pas faire de la confusion avec l'ATEX. Ça, c'est tout autre chose. Là, les systèmes électriques, les systèmes électroniques, programmables ou non, comme le capteur, sont aujourd'hui partie intégrante d'un système de mesure. Et la plupart des machines industrielles fonctionnent et sont liées à un certain type de sécurité. Donc, la plupart des composants dans les capteurs, dans les instruments de mesure, doivent avoir, comment dirais-je, une fonction de sécurité qui empêche, dans le cas dramatique de non-fonctionnement, que la catastrophe arrive. Et pour avoir l'assurance que le capteur a été testé, les composants ont été testés pour donner une vie prévisible de fonctionnement sans défaut de l'appareil, de l'électronique comme ça, on doit faire des tests supplémentaires, des tests dans des laboratoires encore. On le fait chez nous, mais il faut le faire aussi dans principes de la sécurité industrielle, tous les instruments, tous les composants que vous avez dans votre ligne de mesure. Donc, dans ce cas-là, on a une évaluation de risque selon la normative SIL, comme je vous dis, et là, il y en a 4, que c'est 4 zones aussi, la S, le SIL 1, le 2, le 3 et le 4, où la plupart de nos capteurs sont testés et classés avec le SIL. C'est quelque chose qui deviendra de plus en plus importante. Ça devient, nous trouvons maintenant excusez-moi, le téléphone. Ça devient de plus en plus important, ça devient de plus en plus cherché, et donc c'est une certification supplémentaire que nous avons sur les capteurs, et c'est disponible pour vous sans une charge de prix sur la plupart de nos capteurs industriels. Donc, on a une white paper ici qui est descriptif de tout comment dirais-je,
la norme qui définit les systèmes selon le SIL. Et donc, ça est bien disponible. Et comme vous voyez, nous avons donc soit les accéléromètres, soit les capteurs de pression, un certain nombre de capteurs de pression, et soit les transmetteurs, mais aussi avec les amplificateurs sur le rail DIN, comme le 682-603, qui ont un certificat supplémentaire SIL 2. Donc, on peut dire, c'est assez rare que les sociétés, nos concurrents peuvent fournir des documents, une ligne complète selon le SIL 2. Donc, si vous achetez le capteur, vous prenez le câble qui doit être SIL lui-même et l'amplificateur, vous aurez aussi la possibilité d'avoir une chaîne complète certifiée SIL. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose à savoir. Ça, c'est quelque chose qui vous trouvez sur le site. On va le mettre classé comme ATEX, comme AICX, comme le marque européen CE. Vous trouverez aussi le SIL. Donc, il y a aussi de la documentation disponible sur le web, mais on a aussi un papier qui va vous expliquer le sens de SIL. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus recherché sur les systèmes industriels. Et donc, c'est quelque chose qu'on est bien content de partager avec vous parce que c'est quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, très populaire pour le moment, mais ça deviendra de plus en plus recherché dans le marché. Et ça vous donnera aussi la possibilité d'être vous-même différent avec vos concurrents parce que vous avez la possibilité d'avoir un système testé et certifié selon la classification, le niveau de sûreté. Moi, oui, j'ai pas autre chose à dire, j'ai déjà trop bavardé. Merci Paolo. Je m'excuse pour peut-être mon français, il n'est pas mis au jour, il n'est pas à jour, mais je cherche avec les collègues français d'être toujours un petit mieux. Et voilà, donc si vous avez des informations supplémentaires, je serai bien disponible avec les collègues pour tous les renseignements que vous voulez. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Paolo. Donc, on va répondre à une question concernant les barrières Zener. Hein. Donc, la question est-il obligatoire de mettre des barrières Zener derrière les capteurs ATEX? La réponse est oui dans la majorité des cas. Hein, lorsqu'on utilise des accéléromètres qui sont classés IA, EXIA, EXIB, EXIC, donc il est obligatoire de mettre des barrières Zener, tout simplement parce que la barrière Zener permet de limiter donc le courant et la tension donc apportés au capteur pour le faire fonctionner, pour éviter qu'il y ait la possibilité de créer une étincelle ou qu'il y ait la possibilité de faire surchauffer le capteur. Donc, on évite la possibilité de provoquer tous les éléments pour pouvoir créer une explosion. Le seul qui vous permettrait de ne pas utiliser de barrière Zener, c'est le capteur donc, qui est classé EXD, D comme antidéflagrant. Parce que ce capteur-là, donc, autorise, on peut appeler ça comme ça, autorise donc la possibilité de créer une étincelle ou un surréchauffement, mais cela sera donc conservé dans l'enveloppe du capteur. Donc, cette étincelle n'ira pas à l'extérieur. Donc, les capteurs marqués EXD ne nécessitent pas, et ce sont les seuls, ne nécessitent pas de barrière Zener. Donc, sinon, il faut toujours mettre une barrière Zener donc, derrière des capteurs ATEX, en règle générale. Et ensuite, donc, le responsable de l'installation ou celui qui va installer tout le système de mesure, hein, donc c'est-à-dire le capteur, la barrière Zener, le système de mesure ou le système d'acquisition ou le SCADA ou autre, donc dans votre entreprise, donc doit faire ce qu'on appelle un calcul de boucle.
Et c'est pour ça qu'on donne les informations concernant donc, la puissance donc, de nos capteurs, hein, leur impédance, leur inductance, leur capacité, et ainsi de suite, de façon à ce que le responsable du site ou le responsable de l'installation donc, puisse faire son calcul de boucle pour pouvoir après signer et dire, voilà, mon installation, je garantis qu'elle est conforme aux règles ATEX et qu'elle ne provoquera pas d'explosion. Donc, alors je ne sais pas si ça a été clair, hein, mais voilà, pour l'instant, c'est la seule question qu'il y a eu. Mais après, de toute façon, vous avez nos adresses email, hein, vous avez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous appeler et à nous poser des questions et on se fera un plaisir de vous apporter toutes les réponses qui seront à notre portée. Donc, voilà. Donc, je laisse Elisabetta terminer. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. En attendant, je vous annonce nos prochains webinaires prévus. Donc, un webinaire sur les solutions de surveillance dans le domaine nucléaire ou un webinaire sur la réponse de nos capteurs dans une ambiance cryogénique et un webinaire sur les surveillances dans les usines de traitement de l'eau. Qui seront annoncés prochainement au cours de l'année. Il y a encore des questions. Il y a encore une question. Alors, je pense que, Monsieur Japy, vous avez... je pense que notre exposé a été clair, parce que je crois que vous avez bien compris notre exposé donc en 2G, on sera exactement en zone 1. Hein, donc, je vais voir si je peux revenir. Je n'ai plus la main, Elisabetta, sur les diapos. Tac. Ah, c'est bon. Alors, attends, je vais revenir. Voilà. C'est clair. Donc, toute la présentation va vous être envoyée donc, par email hein, sous format PDF. Vous pourrez retrouver toutes les explications que Paolo nous a données concernant donc, le 2G, hein, comme vous dites, M. Japy. Donc, voilà, donc le 2G, ça voudra dire que vous travaillerez en zone 1. C'est exactement ça. Donc, il y a un décalage. Hein. Quand on voit marquer 2G, c'est 1. Quand vous voyez marqué 3G, c'est zone 2. Et quand vous voyez marqué 1G, c'est zone 0 pour le gaz. Hein. D'accord? Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas à les poser. Hein. On va tâcher de vous répondre. Oui, il faut se souvenir qu'on a le white paper, hein, soit le 53 et le 81, qui c'est en langue anglaise, mais c'est spécifique sur ce qu'on a parlé, soit sur la TEX, parce que les Américains utilisent une descriptive, bien sûr, différente du descriptif qu'on a en Europe, mais à peu près c'est la même chose. On appelle groupe ce qu'ils appellent zone et vice-versa. Et l'autre, c'est spécifique dans le, comment dirais-je, le niveau d'intégrité de sécurité. Donc, c'est le SIL qu'on a parlé à la fin, donc le Safety Integrity Level, le 1, 2, 3, 4, où on a la probabilité de failure, etc. Donc, on a un exemple aussi de... Je crois qu'on a perdu Paolo encore. Des documents. Certains pays, certains endroits comme ça, on est disponible à vous aider avec notre société partenaire comme LCA ou Intertech. La plupart du temps, c'est assez compliqué d'avoir une réponse rapide parce que l'argument est assez difficile et les normes changent pays par pays, mais on fera le possible pour vous aider. Merci encore à tous. Bon, ce qui est important hein, donc, de dire, c'est que chaque capteur doit être gravé. Lorsque les capteurs sont gravés, ça veut dire qu'ils ont subi tous les tests. Et ça, c'est une garantie, une sécurité pour vous. Hein. Toujours avoir les capteurs gravés. Voilà. Exactement. Merci à vous d'avoir participé donc, à ce webinaire. Merci et à la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.